Bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 2 mars pour votre matinale. Très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau mois de matinale. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes en pleine forme ce matin, vous avez mangé un bon petit déjeuner. Je vous le rappelle souvent, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée. On commence tout de suite par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui avec quelques nuages ce matin dans le ciel vendéen, notamment dans l'est et le sud du département, mais rien de méchant. À compter 5 degrés sur le littoral, 6 dans les terres. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager un petit peu plus. Quelques nuages vont néanmoins persister par endroits. Les températures seront plutôt douces pour la saison avec 16 degrés dans les terres et 15 degrés sur le littoral. Et en parlant du littoral, regardons maintenant les horaires des marées justement en ce lundi 2 mars. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer prévue ce matin à 10h10. La suivante sera à 22h25. La première pleine mer était cette nuit à 4h07, la prochaine sera donc à 16h29, coefficient 84 à 90, coefficient identique dans le nord-ouest de la Vendée au niveau du passage du Gois où la première basse mer est prévue à 10h28, la prochaine à 22h43, la première pleine mer était cette nuit à 4h03 et la suivante sera donc à 16h24. Le soleil lui s'est levé ce matin à 7h42 et il se couchera ce soir à 18h53 et nous fêtons aujourd'hui la Saint-Charles-le-Bonf. Il est temps maintenant pour nous de faire un point sur l'actu du jour. Voici le journal. C'était il y a 16 ans déjà que la tempête Xynthia frappait la France et plus particulièrement la Vendée, provoquant la mort de 53 personnes en France, dont 29 dans la seule commune de la Faute-sur-Mer, désormais rattachée à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Hier matin, comme chaque année, sinistrés, familles de victimes, habitants, secouristes et élus se sont retrouvés pour un moment d'hommage et de commémoration qui a débuté par une marche le long du Lay avant un dépôt de gerbes devant le mémorial dédié aux victimes de la tempête. Un moment empreint d'émotion qui pour beaucoup fait remonter à la surface les souvenirs de cette nuit du 27 au 28 février 2010. Faut pas oublier, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Que nous avons été sinistrés. On n'habite pas très loin, on habite à Saint-Michel. Mais on vient aussi quelquefois se promener. On avait quand même des amis. On était restés 12 ans ici, je crois. On reviendra tous les ans, c'est sûr. Et on reviendra tous les ans, en tous les cas, pour être tous ensemble. Ma présence, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Comme ma femme l'a dit, jusqu'à ce qu'on puisse venir correctement. Tous les ans, je participe. Pourtant, je n'étais pas présente lors de la tempête. Je ne suis en Vendée que depuis 2019. Donc, je n'ai pas assisté à ce grand problème, cette catastrophe. Mais j'estime, habitant en plus à proximité, que je suis concernée. J'ai travaillé également à la mairie, donc très sensible à ce sujet, à la sécurité et rendre hommage aux personnes qui sont décédées dans de terribles circonstances. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. C'est une véritable hécatombe pour les macareux moines. Ces oiseaux qui vivent principalement en mer, sur l'eau, subissent de plein fouet les intempéries et l'enchaînement des tempêtes de ces dernières semaines. Près de 30 000 d'entre eux se sont échoués sur la façade atlantique, dont 2 000 rien qu'en Vendée. Ils sont morts d'épuisement. Une telle mortalité n'avait pas été vue depuis l'hiver 2014. De nombreux bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux se mobilisent donc pour assurer le comptage des oiseaux morts, mais aussi pour secourir ceux qui atteignent les plages encore vivants. Pendant 5 semaines exactement, on a eu énormément d'intempéries, de tempêtes sur l'océan. Et ces oiseaux, ces macareux et autres oiseaux d'ailleurs qui se tiennent au large, on dit qu'ils sont pélagiques, eh bien, ont souffert beaucoup de cette eau de la mer, donc de l'océan très agité, comme dans une lessiveuse on va dire, et ils n'ont pas pu se nourrir, ils n'ont pas pu se réchauffer, faire correctement leur plumage, etc. Et du coup, ça a entraîné un fort épuisement et une mortalité sur la côte. Et ils ont besoin d'une certaine tranquillité quand même au niveau de l'océan. C'est pourquoi la mer très agitée, violemment agitée pendant des semaines, a porté préjudice à de nombreux individus.
Les élections municipales approchent à grands pas. Le premier tour se déroulera le 15 mars prochain et le second tour le 22 mars. Alors si vous souhaitez voter mais que vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous êtes absent de votre commune lors du scrutin, vous pouvez bien évidemment faire une procuration. Il n'y a pas de date limite pour le faire, mais il est recommandé d'avoir réalisé les démarches 2 jours avant la date du vote, soit le 13 mars pour le premier tour. La procuration peut se faire en ligne mais aussi dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Actuellement, les bénévoles de l'association des Amis de la Gendarmerie sont présents dans les brigades, mais aussi dans des résidences seniors afin d'aider à la réalisation des procurations. C'était le cas ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On n'avait pas envie de se déplacer, on a trop de difficultés à marcher pour aller jusqu'à la mairie. Il y a 2 idées derrière cette action. C'est une action à très fort caractère civique. La première idée, c'est qu'on est dans une démocratie. Et dans une démocratie, c'est le bulletin de vote en fait qui décide. Donc tout ce qui peut, à mon sens, encourager la participation des gens aux élections doit être encouragé. Et puis la deuxième idée, c'est que les personnes âgées sont celles qui utilisent le moins Internet. Donc l'objectif, c'est de venir les voir, de venir les aider. Donc en l'occurrence, on est dans une résidence senior. Et les deux amis adhérents qui sont préposés à cette aide, eh bien, vont aider les anciens. Donc ils sont délégués, on est délégués pour cette mission par le préfet et puis les magistrats. Et donc la personne vient, on l'aide à remplir sa procuration, on signe avec elle le document et puis c'est les amis qui ramèneront à la brigade de gendarmerie la procuration. Et les bénévoles des Amis de la Gendarmerie seront présents samedi prochain dans plusieurs communes dont Luçon, Fontenay-le-Comte, Montée-du-Vendée, Châlons ou encore Talmont à Saint-Hilaire. Les élections municipales seront bien sûr à vivre sur TV Vendée avec 2 soirées spéciales les 15 et 22 mars pour suivre l'ensemble des résultats. Et nous vous proposons également une édition spéciale d'enjeux majeurs à la fin de cette semaine pour analyser et décrypter ensemble les enjeux de cette élection dans le département. C'est un phénomène de vaste ampleur qui touche l'ensemble de la France et la Vendée n'est pas épargnée. Depuis plusieurs mois, de nombreux garagistes sont victimes d'une usurpation de leur habilitation au SIV, le système d'immatriculation des véhicules qui permet l'homologation de la mise en circulation des voitures. À conséquence, de nombreuses mises en circulation illégales sont constatées et la facture que les garagistes doivent supporter grimpe. Alors quelle est la situation en Vendée actuellement ? Eh bien réponse avec Florian Wozniak. Derrière cette prise de conscience collective concernant les fraudes au système d'immatriculation des véhicules, la FNA, la Fédération nationale de l'automobile, créée il y a 105 ans, cette organisation professionnelle accompagne partout en France les petites et très petites entreprises de l'automobile. Un accompagnement au quotidien pour répondre à des questions d'ordre administratif ou bien, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, pour aider les petits garages dans leur combat contre les usurpations. Ils sont environ 200 adhérents à la FNA en Vendée et plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà fait remonter un piratage de leur SIV. Mais il est possible que d'autres professionnels de l'automobile, également touchés, n'aient pas encore pris connaissance des faits. Des investigations ont permis d'identifier un mode opératoire reposant sur des méthodes de tromperie, les hackers se faisant passer pour des services de l'État afin d'obtenir les identifiants de connexion des professionnels habilités pour les utiliser frauduleusement. Après les signalements d'usage frauduleux à la préfecture, les habilitations sont désormais bloquées par cette dernière. Ainsi, tous les certificats numériques sont blacklistés et permettent ainsi par exemple aux gendarmes, lors d'un contrôle, d'identifier si l'immatriculation d'une voiture est en règle, car sans cette information, impossible pour les forces de l'ordre d'immobiliser le véhicule. Quelle est alors la procédure à appliquer pour les garagistes qui seraient victimes d'une usurpation de leur habilitation ? Eh bien tout d'abord, il faut déposer plainte et procéder à une opposition bancaire sur le prélèvement litigieux, en informer le centre d'encaissement des certificats d'immatriculation qui prendra en compte la situation. Le professionnel réglera alors seulement le montant correspondant aux seules opérations légitimes. Plusieurs enquêtes ont été diligentées par les forces de l'ordre vendéennes, police comme gendarmerie. Les montants des fraudes ne sont pas encore tous connus, mais certaines factures s'élèvent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros.
Et nous reviendrons plus en détail sur cette situation et les chiffres vendéens de cette vaste fraude dans nos prochaines éditions. Une nouvelle passerelle cyclable et piétonne va bientôt voir le jour à Montaigu-Vendée, à Saint-Georges de Montaigu pour être précis. Elle permettra de franchir la Grande Maine sur le site de la Maison de la Rivière et va venir prendre place à l'emplacement de l'ancienne passerelle. Cette dernière, installée en 2004, s'était effondrée en 2023. Le nouvel ouvrage mesurera 34 mètres de long et est conçu pour s'intégrer parfaitement dans le paysage. Ce chantier de 550 000 € est porté par le conseil départemental. Une fois l'installation faite, la passerelle sera la propriété de la ville de Montaigu-Vendée qui devra en assurer l'entretien. Pour nous, les pistes cyclables en Vendée sont un élément important pour nos familles qui ont besoin de se changer les idées, j'ai envie de dire, de pouvoir pratiquer le vélo en toute sécurité. Et ici, nous sommes sur une piste cyclable très sécurisée. Néanmoins aussi, nous avions dans un site très exceptionnel de cette belle vallée de la rivière, ici à Saint-Georges-du-Montaigu, un challenge. C'est à la fois respecter ce site et à la fois construire une passerelle qui puisse s'insérer dans ce milieu très végétalisé. Et on a vu les limites du bois ici dans ce milieu très humide. Cette fois-ci, donc, nous utilisons des matériaux très novateurs avec un acier qui va être assemblé avec quelques autres éléments chimiques qui vont permettre de faire durer cet acier. Nous allons avoir un ouvrage cette fois-ci très durable, mais encore une fois très intégré. Hier matin, une cérémonie se déroulait au Luc sur Boulogne pour rendre hommage aux victimes du massacre des Lucs durant les guerres de Vendée, il y a 232 ans. Un massacre perpétré par les troupes républicaines et qui a fait 564 victimes, dont 110 enfants. La liste avait été établie par le curé de la paroisse de l'époque. La cérémonie s'est tenue à la chapelle du Petit Luc en présence de Alain Leboeuf, président du conseil départemental, et de l'évêque de Luçon, Monseigneur Renaud de Dinéchin. Elle était organisée par l'association du Souvenir vendéen comme depuis 15 ans. La chapelle du Petit Luc, c'est un lieu emblématique parce qu'on a, au fil des années et des siècles presque, retrouvé la liste intégrale établie par le curé du village, qui était parti avec les troupes vendéennes et qui, après les massacres de 1994, a écrit l'ensemble des noms identifiables dans à la fois les Lucs et les communes ou les paroisses dépendant à l'époque des Lucs. Et on a retrouvé, en théorie, 570 noms, sauf qu'il nous manque un feuillet du document, donc plus de 400 noms de personnes qui ont été massacrées le 28 février et le 1er mars 1793. Et en particulier, c'est ça qu'on souligne encore ici le plus, c'est les 110 enfants de moins de 8 ans qui ont été tués à ce moment-là. C'est la fin de ce journal. Je vous propose maintenant de refaire ensemble un point sur votre météo pour ce lundi 2 mars avec des nuages ce matin sur l'ensemble du département, mais rien de méchant. Des nuages qui sont un peu plus présents dans l'est et le sud de la Vendée. Comptez 5 à 6 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager un peu plus. Quelques nuages vont néanmoins persister sur certaines parties donc du département. Les températures seront bien douces par rapport à la saison. Comptez 15 degrés donc sur le littoral et 16 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur cette opération menée le 23 février dernier au port des Sables d'Olonne. La sortie de l'eau d'une barge, une barge similaire à celle utilisée lors du D-Day, le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette sortie de l'eau, c'est l'aboutissement de 3 ans d'attente pour l'association LCM Six Higgins Boat Project, propriétaire de la barge. Cette dernière est habituellement basée au port de Noirmoutier, mais a besoin d'importants travaux de restauration qui vont durer entre 3 et 4 mois. Regardez. L'origine de ces bateaux, c'est bien évidemment le débarquement de Normandie. C'est des bateaux qui ont été conçus par un ingénieur américain qui s'appelait M. Higgins, d'où le nom de l'association. Et ce M. Higgins a inventé ces navires à fond plat avec la porte à l'avant qui permettait de pouvoir décharger du matériel et des hommes sur des plages
Donc si le débarquement de Normandie a été comme il a été, c'est beaucoup grâce à des navires comme ça, parce qu'ils ont permis de débarquer du matériel et des hommes sur des plages ouvertes. Donc ce navire a été construit juste après-guerre sur plan américain, c'est-à-dire quelques modifications comme la timonerie pour une histoire de confort a été modifiée, mais le reste, sa dimension, ses moteurs, tout ça c'est d'origine américaine. On est tous un peu passionnés de cette période-là et du matériel qui est arrivé à cette période-là, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une révolution. Entre les amphibies, les avions, les bateaux, c'était vraiment, il y avait une invention par semaine presque. Donc on s'est dit du fait que ce navire est vraiment un des derniers rescapés de cette époque-là, il n'est pas possible de le voir partir à la ferraille. Donc on l'a récupéré un artisan de l'Île-Dieu, Philippe Buchoul, qui s'en est servi pendant 30 ans pour transporter du matériel entre l'Île-Dieu et le continent. On se connaissait bien et il m'a dit ça serait bien qu'on arrive à sauvegarder ce bateau. Donc on a monté une association et avec une bande de fous, on s'est dit on va essayer de sauvegarder ce bateau. Ça restait quand même des navires conçus pour la guerre, donc ils avaient un niveau de sécurité qui était quand même assez monstrueux. Avant qu'un navire comme ça coule, il aurait fallu beaucoup plus de dégâts, mais il y avait quand même, elle est quand même constituée de 12 caissons étanches. Et sur ces 12 caissons, il y en avait 3 qui commençaient à prendre l'eau. On était loin d'être en danger, mais malgré tout, on voulait vraiment attaquer ces travaux. Et c'est vrai qu'on aurait dû la transborder depuis Fromentine en début d'année, et la météo de ces derniers temps nous a vraiment coincés. On est passé hier dans la fenêtre, c'était un peu limite, la mer n'était pas très bonne, mais malgré tout, ça s'est très très bien passé. Sur sa première phase, on va vraiment faire ce qu'on appelle dans la marine les œuvres vives, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est sous l'eau, parce qu'elle a quand même eu une grosse restauration en 2005, mais malgré tout, elle n'a pas été totale, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Donc la première des priorités, c'est vraiment rendre sa coque étanche, et vraiment suivre toute la partie immergée. Et après, on part du bas vers le haut pour refaire toute cette partie. C'est un bateau qui est en acier, de la poupe à la proue. Donc ce n'est pas le plus compliqué et le plus cher à faire, mais malgré tout, ces dimensions font qu'on a besoin d'un certain budget. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à ce projet de restauration de cette barge donc du D-Day, un projet rendu notamment possible grâce aux dons récoltés via la Fondation du Patrimoine. Et si vous souhaitez revoir plus de l'info, rendez-vous bien sûr sur tvvendée.fr. Comme tous les lundis, il est temps de faire ensemble un point sur l'actualité sportive du week-end. Et au programme de votre journal des sports en ce 2 mars, du football avec la 4e défaite du Vendée, les Herbiers Football, du handball avec une belle victoire à l'arraché par les Lyonnaises et des Pouzaugais dominateurs, un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. En football, les Herbiers retrouvaient Massabielle pour accueillir Saint-Malo. Sous la pluie, les visiteurs ouvrent le score dès la 6e minute de jeu par Dominique Burban. Les Arbretais en face peinent à se créer des occasions malgré quelques tirs et coups francs. À la mi-temps, ce sont bien les visiteurs qui sont devant 1-0. Et au retour des vestiaires, les Arbretais obtiennent un penalty, mais il est repoussé à la 51e minute par le gardien malouin. Les Arbretais multiplient ensuite les offensives mais butent sur une défense solide. Saint-Malo se montre dangereux en contre et résiste jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer 1-0. Première défaite à domicile pour les Herbiers et surtout un 4e revers consécutif. C'est une passe difficile en termes de résultats, en termes d'effectifs, effectivement. Mais il faut faire face. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans ces moments-là où on doit voir la réelle vérité de l'équipe. Parce que c'est un groupe qui s'entend très bien et c'est par ces moments-là qu'il va falloir que justement ce groupe agisse et qu'on retravaille très vite pour bien préparer le prochain match. En National 3, le Poiré reste 2e derrière la réserve de Nantes après sa victoire 2-0 à Panazol.
Ouvrons notre chapitre handball avec d'abord en deuxième division La Roche qui recevait Le Pouzin, le 7e contre le 6e. Les deux équipes restent sur des séries opposées, La Roche en difficulté et Le Pouzin sur 4 victoires. Le match est très accroché avec des défenses solides et des gardiennes en très grande forme. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité à 14 partout. En seconde période, le scénario reste identique. Aucun des deux camps ne parvient à creuser l'écart et à 1 minute 30 de la fin, c'est Lélia Ouvrard qui donne 2 buts d'avance à La Roche, suivi d'un penalty de Manon Gravel. Victoire précieuse 26-25 pour les Lyonnaises. C'était une victoire hyper importante parce que le Pouzin était sur une dynamique incroyable avec 4 matchs en défaite d'affilée. On voulait gagner parce que c'était important pour tout de suite se raccrocher au wagon de la 4e place parce que sinon on pouvait oublier les playoffs. Donc aujourd'hui on est de retour dans la course, maintenant on a 5 matchs, 5 finales à jouer. Je suis contente des filles parce que sur le jeu à 7 on a réussi à rivaliser, on a réussi à se projeter. En première mi-temps sur 14 buts, on a mis 9 buts sur grand espace et c'est ce qu'on attend à La Roche-sur-Yon et c'est ce qu'on attend de notre équipe. Donc en espérant qu'on ait enfin lâché ce frein à main et que l'autoroute des 5 prochains matchs se déroule comme il faut. Toujours en handball, 15e journée de National 2, Pouzauges recevait à Lasson Sport. Les Vendéens en forme démarrent fort et prennent rapidement l'avantage. Les Béarnais en face restent proches, mais Pouzauges mène bien à la mi-temps 21-17. Au retour des vestiaires, les locaux maintiennent l'écart. Et à 10 minutes de la fin, les Pouzaugés ont une belle avance 36-28 et s'imposent finalement 41-33, 8 buts d'avance, une performance qui propulse le club à la 2e place du classement, juste derrière Limoges. Je pense qu'on doit faire mieux en première mi-temps, même si on met beaucoup de buts, mais on lâche des ballons qu'on prend en gamelle. Défensivement, c'est pareil, on n'est pas non plus exempt de tout reproche. En deuxième, c'est un peu mieux. Bon, on gagne de 8 buts, on va pas faire la fine bouche. Donc ce soir, on récupère la 2e place. Et dans 15 jours, on jouera les Tech, à qui on vient de prendre la 2e place. Et dans les places pour le podium, ce match va compter. Donc il faudra qu'on élève notre niveau de jeu par rapport à ce soir. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce nouveau journal des sports. Effectivement, rendez-vous à 18h45 pour 85 chronos avec en invité aujourd'hui Jean-René Bernaudot, le président de l'équipe cycliste Total Énergie et le nouveau manager général de cette formation, Stéphane Helot. Et puis vous retrouvez également l'entretien sport aujourd'hui avec Jocelyn Gadet, président de Racquethlon France, qui était présent à La Roche-sur-Yon ce week-end à l'occasion d'un tournoi. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Trésor caché que vous retrouverez demain sur TV Vendée. Cette semaine, Marion Blanchet vous emmène aux côtés de Jacques à la découverte des diamants de Chambretot. C'était surtout une grosse affaire au XVIIIe et XIXe siècle. Ça perdurait un petit peu jusqu'au XXe, mais après, plus rien. Histoire oubliée. Alors, c'est vrai, cette histoire qu'on a pu récolter ici, donc au siècle passé, du diamant ? Alors, c'est pas vraiment des diamants, ce sont des quartz hyalins que les agriculteurs trouvaient pendant les labours. Et ils les trouvaient jolis, si bien qu'à force de les montrer et tout, il y a des colporteurs donc, qui faisaient du ramassage, emmenaient ces diamants, qui disaient qu'étaient des jolis quartz, quoi. Ils les emmenaient sur Nantes ou Paris, à des joailliers. Pour en faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils devenaient par la suite ? Par la suite, ils ont été taillés, un coup bien mis en valeur. Ils ont permis de monter des parures, des bijoux, des bagues, par des joailliers. Il y a la comtesse de Berry qu'on a bénéficié quand elle est venue sous la Vendée. Il y a Monseigneur Cousin, qui était archevêque de Nagasaki, qui a eu un anneau aussi, pareil. Monseigneur Brumeau de Beauregard. Donc tous ces gens ont profité. Il a eu son anneau épiscopal avec une pierre de Chambretot. Jacques, quand on parle de ces pierres de Chambretot, on se limite vraiment au territoire de Chambretot ou il faut toucher d'autres secteurs ? Alors, il y a plein de secteurs qu'on a à côté. Si on peut s'étaler jusqu'à Saint-Malo, Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Véry, les Herbiers. D'accord, tout ce gros secteur. Il y a tout un grand périmètre. Mais il y a quand même des zones qui en sont plus riches. Jacques, on continue et on poursuit l'histoire. C'est parti.
Jacques, chose intéressante, tu nous as dit que ce ramassage des diamants de Chambretot a perduré du 18e au 19e et après, plus rien. Qu'est-ce qui explique à un moment donné cet arrêt? Quand il y a eu la mécanisation pour les labours, avec les tracteurs, et donc il n'y avait plus personne derrière, il n'y avait plus de ramassage. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Café Cuisine, et bien de Café Cuisine, le trésor caché, autant pour moi, demain sur TV Vendée. On passe rapidement à Café Cuisine avec la question de la semaine. Quel parc de loisirs vendéen est en pleine transformation pour plonger ses visiteurs dans l'univers du western? À gagner cette semaine, eh bien, un coffret gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Vous connaissez bien sûr le principe de Café Cuisine, direction le site tvvendée.fr où vous retrouvez la question donc de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour, et vous avez jusqu'à vendredi à midi pour tenter votre chance. Je vous rappelle une dernière fois donc l'indice de ce matin. On retrouve ce parc à quelques minutes de l'océan entre forêt et sensations fortes. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à même heure, même endroit. L'actualité revient à 12h30 bien sûr avec le journal. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À bientôt et à demain.